Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Gros machin dans lequel je tape ce matin, mais je pense qu'il est nécessaire de le faire parce que c'est vrai qu'au fil des années là, ces révolutions crypto avancent et il y a beaucoup de merde qui circule, soit par méconnaissance, soit souvent par des volontés plus ou moins manipulatrices. Donc on va essayer encore une fois, à dessein de servir le bien-être de tout le monde, d'écarter ces comportements et compréhensions mensongers. Donc on va y aller tout simplement les deux pieds dans le plat. Je pense que certains ont déjà compris à quoi je m'attaque, donc désolé les gars, mais on va rester factuel ce matin et c'est parti. Donc les modèles de consensus, c'est ça la vraie révolution, pas les blockchains, d'accord ? Les blockchains ne sont que la principale application économique de ces modèles de consensus. Donc on va parler de ces trucs-là sous toute leur couture, c'est-à-dire qu'est-ce que le consensus au plus large, d'un point de vue donc philosophique, qu'est-ce que le consensus pour un être humain, et derrière donc des dérivés, donc l'application mathématique et l'abstraction mathématique qu'on en fait pour obtenir un semblant de consensus, et derrière on va surtout nous s'intéresser, puisque c'est quand même la raison pour laquelle je fais ces séries de vidéos, à l'application pragmatique, c'est-à-dire la mise en pratique dans le cadre et le contexte qui nous intéresse, l'application économique, d'accord, de ces modèles de consensus dans les donc blockchains. Puisque le but c'est d'étudier les différents modèles de consensus proposés par les différentes blockchains, puisque certains dernièrement se sont franchement amusés à essayer de les comparer les uns aux autres pour dire que celui-là est meilleur qu'un autre, alors que c'est de la pure connerie philosophique. Donc je vais démonter tout ce raisonnement débile, mais vous le prouvez, encore une fois, par un raisonnement logique. Donc c'est parti, sautons dans le terrier du lapin blanc des modèles de consensus, pourquoi ils sont tous pareils, et que la seule chose qui change, c'est l'application de leur modèle économique. Voilà ce à quoi on va arriver. Donc on va commencer par le grand pote Bitcoin, d'accord ? Donc comme d'hab, il y a plein de vidéos qui circulent au sujet, donc je ne vais pas faire de la vulgarisation de bas niveau sur Bitcoin, je m'en sers juste ici donc pour séparer les différents modèles économiques du Proof of Work versus Proof of Stake, et après vous en faites ce que vous voulez si vous voulez déplacer ça sur le terrain philosophique ou carrément greenwashing, etc. On s'en fout, ok ? Donc là juste l'application du modèle économique, les principales différences entre les principaux candidats. Donc si on parle de Bitcoin, tout le monde connaît le Proof of Work, etc. Bref, l'objectif, c'est de comprendre que ce soit Proof of Stake, Proof of Work, Proof of mes couilles, d'accord ? Le principe, c'est de dire, quoi qu'il en soit, on part de toute façon d'une abstraction philosophique, de la vérité. Le but du consensus, c'est d'arriver à se mettre d'accord, alors que nous sommes tous des entités uniques et indivisibles, et que personne, entre guillemets, ne peut être sûr que les autres ont tort ou raison. Bref, on obtient notre conscience du fait qu'on fait partie de la vérité par le fait qu'on se confronte aux autres et que le retour des informations des autres nous semble conforme à notre vision. Et dans ce cas-là, on construit notre vision de la vérité. D'accord ? C'est ni plus ni moins que comme ça que fonctionne le consensus de vérité de l'être humain en général. C'est en se confrontant aux autres et en obtenant des réactions positives ou négatives qu'on construit notre propre vision de la vérité via nos propres expériences, etc. Bref, autrement dit, la vérité n'existe pas, ce n'est qu'une abstraction que fait l'être humain. Mais on pourrait débattre de ça d'un point de vue philosophique pendant des heures, et loin de moi l'idée de m'étaler sur ce sujet, passionnant certes, mais pas vraiment le but de cette émission. Donc, première abstraction, comme on l'a dit, la vérité n'existe pas, ce n'est qu'un point de vue philosophique. Donc déjà, quand on parle de consensus, arriver à placer des 100% ou 0%, c'est de la connerie, d'accord ? Il n'y a rien de tel que la vérité et rien n'est juste ou pas juste. Ce ne sont que des abstractions. Alors en plus de ça, donc, on a construit un joli modèle mathématique qui est donc à la cause des dernières révolutions de ces derniers centenaires, c'est-à-dire que des mecs bien malins se sont amusés à utiliser des chiffres pour dire qu'ils pouvaient imposer une forme de vérité. Mais encore une fois, d'un point de vue philosophique, les mathématiques ne sont pas la vérité. Ouf, putain, qu'est-ce que je viens de dire ? Mais voilà, bon, attention, je vais me faire taper pour ça, mais laissez-moi le temps d'argumenter. C'est juste de comprendre que ce que nous avons depuis ces derniers centenaires principalement, et ce que nous avons construit de ce modèle mathématique, c'est un modèle de croyance scientifique. Il s'agit bien donc de comprendre une chose très importante, d'accord ? Les mathématiques ont permis la révolution scientifique, et les découvertes scientifiques, qui ne sont ni moins que les retours pragmatiques de ces abstractions mathématiques, nous permettent de construire la vérité scientifique que nous constituons aujourd'hui comme la vérité. Mais tout scientifique qui se respecte sait que la vérité n'existe pas, on la cherche. Et ce qu'on trouve à chaque fois, c'est quelque chose qui ressemble à peu près au modèle qu'on avait créé via l'abstraction mathématique. Donc, je vais commencer direct par enfoncer une porte ouverte, parce qu'elle va vous faire mal pour certains. Les mathématiques ne sont pas vraies. D'accord ? La mathématique, c'est une abstraction théorique qui permet d'avancer des possibilités scientifiques. Et derrière,
en général, d'accord, et c'est une des principales croyances qui est erronée, c'est que les gens partent du principe que la mathématique est la source de toute preuve scientifique. Ce qui est vrai, puisque toutes, ou pratiquement toutes les découvertes scientifiques avaient été découvertes au préalable par des mathématiques. Et elles sont derrière validées par des mathématiques. Et c'est l'interaction entre la mathématique avec un grand M et la vérification scientifique derrière qu'on considère comme une abstraction aujourd'hui de la réalité. Rappelez-vous encore une fois que cette abstraction de la réalité n'existe en soi pas. Ce n'est que notre vision en tant qu'être humain de ce qui est vrai, via des mathématiques que nous ne comprenons absolument pas, et une vérité scientifique que nous n'avons absolument pas vérifiée. Encore une fois, ni vous ni moi ne savons si ces choses sont réellement vraies, mais on considère qu'elles le sont. C'est un consensus mathématique scientifique. On fait confiance à des mathématiciens et à des scientifiques, sans jamais le faire nous-mêmes. C'est ni plus ni moins qu'un modèle de croyance. Un modèle de consensus. Donc, quand on le fait en application économique, puisque donc ici on n'utilise pas la science, d'accord, on ne se sert pas des mathématiques pour produire de la vérité scientifique, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc que toutes les mathématiques, d'accord, ne sont pas vraies. Il y a certaines mathématiques qui sont surtout probabilistes et qui servent à produire des abstractions mathématiques, donc la mathématique théorique, qui sert justement d'appui en général à la physique théorique. Et là, franchement, j'aime autant vous dire que les physiciens théoriciens eux-mêmes savent que l'utilisation pratique qu'ils font de la mathématique est très borderline la plupart du temps. Bref, il y a plein d'équations mathématiques qui sont belles sur le papier, mais qui n'ont jamais été prouvées par des vérités scientifiques derrière. Autrement dit, ce sont des abstractions de réalité qui ne sont pas encore suffisamment prouvées pour qu'on puisse les considérer comme une réalité. Bref, il y a toute une partie de la mathématique qui ne sert à rien. Donc désolé pour ceux qui se branlent la tête avec la beauté mathématique de certaines choses. Il faut faire attention aussi, encore une fois, avec les mathématiques. Mais ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, simplement de vous faire comprendre que dans un contexte scientifique, toute la mathématique n'est pas bonne à prendre. Dans un contexte économique, ça va être à peu près la même chose. C'est de comprendre que les avancées mathématiques que certains m'ont vantées dernièrement ne sont pas forcément d'utilité économique. Et on va en parler. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui. Donc, quelles sont les applications économiques qui permettent de produire le consensus via les blockchains? Et donc, où se place le difficile jeu de la mathématique au milieu de tout ça? Voilà ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Allez, donc c'est parti, on commence. Bitcoin en premier. Donc Bitcoin, sans faire le b.a.-ba parce qu'on s'en fout un peu de comment fonctionne la fonction de cryptographie, etc. D'accord, je vais aller à la base de dire comment on obtient le consensus avec Bitcoin. C'est de dire la participation au réseau, puisque ça va être le principal facteur de mon argumentation ici, la participation au modèle économique de la récompense, puisque c'est là que se situe l'incompréhension de la plupart d'entre vous et du coup les mauvaises conceptions de l'utilisation économique qui est faite de ce modèle de consensus. Bref, je vais même aller direct à la conclusion. Tous les modèles, d'accord, Proof of Work, Proof of Stake, DBFT, AVAX, ils produisent tous un consensus équivalent. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. D'accord ? Leurs modèles statistiques peuvent être légèrement différents pour dire que celui-là, il est 99,99999% fiable au bout de tant de blocs. Celui-là, il pourra dire qu'on est 99,99999% fiable tant qu'il n'y a pas 35% du réseau qui corrompt. Celui-là, c'est la même chose. On peut dire, ah là là là, mais attention, c'est centralisé parce que c'est limité par le nombre de bonhommes. Et celui-là, on peut dire, ah ben celui-là, il est magique, il n'a plus aucun problème. Non, non, et ils sont tous fiables, d'accord ? Il faut juste comprendre qu'encore une fois, ce sont des méconceptions et des méconnaissances de ces fonctionnements des blockchains et des applications mathématiques, des applications économiques des modèles mathématiques qui font que vous n'y comprenez pas grand-chose. Mais comprenez qu'à la fin, si on ramène ça au modèle final, le consensus, est-ce que vous croyez ou non que la vérité qui est produite, la blockchain, d'accord, la suite des transactions, est-ce que vous croyez qu'elle est juste ou pas? La réponse est oui pour toutes. D'accord? Le consensus mathématique derrière chacune de ces blockchains est mis en application économique de façon très largement consensuelle. D'accord? Et bien plus consensuelle que les modèles économiques aujourd'hui basés sur les systèmes bancaires. D'accord? Donc, qu'il s'en soit Bitcoin, Ethereum, n'importe quoi ou Avax, la finalité c'est la même. C'est consensuel. Point barre. Donc, si l'objectif c'est de savoir qui est le plus consensuel, déjà c'est débile comme raisonnement. Donc pour moi, tous ceux qui se basent là-dessus, principalement la team Avax, vos arguments sont pourris les gars, ça sert à rien, d'accord? Il n'y a pas de modèle qui est plus sûr que les autres, ils le sont tous. Ils sont statistiquement improbables à corrompre. D'accord? Ils sont tous ce qu'on appelle fault tolerant. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres.
Et arrêtez de vous branler la nouille avec le délire statistique et le délire mathématique. Ce qui est important, c'est l'application économique, ce qu'on en fait en termes de blockchain et ce que ça produit en termes de consensus. D'accord ? Ce que ça produit en termes de consensus, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la modalité économique que ça produit. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok ? Donc Bitcoin, de ce point de vue-là, comprendre que la modalité économique que vous oubliez souvent dans l'équation, c'est tout simplement la participation au système de récompense. C'est ça qui varie significativement entre les modèles et qu'on va étudier en détail. Donc Bitcoin, qu'est-ce qui varie dans le modèle de participation aux bénéfices ? Chez Bitcoin, tout le monde peut participer au réseau. D'accord ? N'importe qui peut produire les blocs Bitcoin. Le problème, c'est que pour avoir le droit de participer à la récompense, il faut produire le bloc le plus vite possible. Le problème, c'est que pour produire ce bloc, il y a un hash mathématique qui doit être produit via une fonction qui est paramétrée en fonction d'un niveau de difficulté. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui prétendent participer au réseau, plus le hash mathématique, plus la fonction mathématique préalable au hash va être compliquée. Autrement dit, on produit de la difficulté mathématique à résoudre via des CPU, GPU, bref, etc. On produit des calculs hautement probabilistiques pour obtenir une réponse qui est nécessaire pour pouvoir produire le bloc. Autrement dit, plus il y a de gens qui veulent produire des blocs, plus cet algorithme de difficulté augmente. Ok, on va faire simple. Autrement dit, cet algorithme répond en fonction du nombre de participants au réseau. Plus on est nombreux à apporter de la capacité de calcul, puisque c'est là la preuve d'enjeu dans Bitcoin, plus évidemment la difficulté augmente, rendant donc mécaniquement parallèle et intégralement compensé le risque de vouloir corrompre la blockchain. Celui qui veut corrompre la blockchain doit produire plus de 50% de la puissance de calcul pour pouvoir légitimement prétendre détenir la vérité. Mais encore une fois, soyons humains, remettons-le dans des contextes humains. Si quelqu'un, un jour, sur Bitcoin, venait à réaliser une attaque 51%, c'est de comprendre qu'il pourrait détenir la vérité pendant un moment limité. Il faut comprendre encore une fois que toute atteinte à la blockchain est vérifiable. Autrement dit, nous avons tous le même historique de transaction que tout le monde peut processer. Tout le monde peut produire les blocs Bitcoin. Ce que tout le monde ne peut pas faire en revanche, c'est prétendre à obtenir la récompense. Et si vous comprenez cette différence, vous comprenez tout le problème de la plupart des gens qui théorisent et théologisent les modèles de consensus et sérieusement vous prennent pour des gros débiles. Ok ? Bitcoin, s'il y a une faute un jour dans la blockchain, tout le monde peut produire la blockchain pour voir qui avait tort, qui avait raison. Nous avons tous la même pool, nous pouvons tous savoir quelle est la vérité ou pas. La question, c'est qui s'en charge pour nous ? Puisque ni vous ni moi ne produisons la blockchain Bitcoin, donc nous devons croire ceux qui le font. Le moyen que nous utilisons pour le croire, c'est le modèle statistiquement prouvé et mathématique qui dit que pour corrompre, il faut 50% de la puissance de calcul. Mais si ça se voit, c'est-à-dire si un mec y arrive et il produit un bloc, théoriquement, il y a une infinité de gens qui ne sont pas éligibles à la récompense, qui peuvent le prouver que c'est faux. Donc encore une fois, la puissance de calcul, ce n'est ni plus ni moins que le modèle économique via une utilisation mathématique pour obtenir un consensus. Du fait que nous ne participons pas tous au modèle de la récompense, ceux qui y participent doivent amender une preuve d'enjeu via le cramage stupide d'une quantité astronomique d'énergie, puisque plus il y a de gens qui participent, évidemment plus le prix du jeton monte, plus il y a de gens qui ont envie de participer, plus il y a de gens qui ont envie de participer au modèle économique de la récompense, plus il y a de gens qui amènent de la puissance de calcul, bref, plus ça devient, on crame de l'énergie pour rien. C'est stupide, Bitcoin, d'accord ? C'est débile. Mais encore une fois, l'humanité a quand même prouvé que niveau débilité, on était capable d'aller très loin. Donc, il est fort probable que Bitcoin continue d'exister malgré la stupidité profonde de son consensus. Mais bon, encore une fois, là, on est en train de déplacer le débat d'un point de vue philosophique. Est-ce qu'on a besoin de brûler de l'énergie pour obtenir un consensus ? L'humanité, je vous dis, a déjà fait bien pire que ça, et puis c'est un modèle comme un autre. On ne va pas déplacer sur un territoire philosophique. Ce qui nous intéresse, nous, dans cette analyse, c'est de dire, est-ce que le consensus qui est obtenu derrière est viable ? Oui, puisque aujourd'hui, quand on voit la quantité d'énergie qu'il faudrait réussir à centraliser pour espérer temporairement produire des blocs frauduleux, avant que tout le monde voit que c'est pas vrai, et que du coup tout le monde fasse ce qu'on appelle un fork,
Si le consensus général voit qu'un mec qui a réussi à obtenir 50% du réseau, même si c'est déjà statistiquement improbable, réussit derrière à imposer ça comme la vérité, si le reste du monde reproduit les mêmes blocs pour dire « mais il a fait n'importe quoi le bolos, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Dans ce cas-là, on va forker sa blockchain au gars et reproduire une nouvelle blockchain sans jamais laisser la place à ce gars-là de recommencer. Donc il faut bien comprendre encore une fois que si jamais il y a erreur dans le modèle de consensus, c'est tellement rare que même la personne qui voudrait essayer de le faire aurait à perdre dans le temps. Bref, elle pourrait réussir à imposer sa vérité pendant un instant très court, puisque de toute façon, la vérité pourra éclater à nouveau. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur le modèle Bitcoin. Ça brûle de l'énergie, et la quantité astronomique qu'on met en jeu, en soi, de toute façon, ne sert qu'à imposer une vérité temporaire avant qu'elle soit mise au grand jour, puisque de toute façon, on peut retracer l'intégralité des transactions. S'il y en a une qui est frauduleuse et qui a été temporairement considérée comme juste, on peut revenir dessus n'importe quand. Il suffit juste que, consensuellement, la plupart des gens fassent plus confiance à une vérité de la blockchain qu'à une autre. Et là, encore une fois, on est sur un débat politique. La vérité mathématique qui est apportée par le consensus Bitcoin et la preuve d'enjeu n'est ni plus ni moins qu'un processus économique de répartition de la richesse. La vérité elle-même, elle déviendra de tous les gens qui peuvent produire des blocs, mais tout le monde ne peut pas être éligible à la récompense. Pour l'être, il faut brûler de l'énergie. Ok ? Donc, est-ce que Bitcoin va mourir quand on aura miné le 21e millième de Bitcoin ? Si vous réfléchissez, c'est stupide. Ça n'a aucun sens de dire que Bitcoin va s'arrêter le jour où on aura brûlé les 21 millionièmes. Pourquoi ? Réfléchissez une seconde. La seule chose qui va mourir, c'est le modèle économique de Bitcoin. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin d'utiliser l'algorithme de difficulté. C'est une unité de croyance, d'accord ? C'est une unité de valeur. Tant que tout le monde croit dans le Bitcoin, même si on a miné le 21 millionième, qu'est-ce qui reste ? Il reste que tout le monde va pouvoir produire des blocs et qu'il n'y aura plus de preuve d'enjeu sous cette forme-là. Donc soit on déplace la preuve d'enjeu via autre chose, soit on met un consensus mathématique pour dire que tout le monde produit des blocs et qu'on est dans ce cas-là des centaines de milliers à produire les blocs et qu'on prend une preuve à 50%, si 50% des gens sont d'accord. Bref, Bitcoin probablement survivra après le 21e million de Bitcoin. C'est juste qu'il va devoir transitionner son modèle économique. Ok. Bon, un petit tour vers le Proof of Stake. Donc, plus là, on a fait Proof of Work. Ok, donc c'est quand même stupide de brûler de l'énergie, mais bon, on dépasse ça sur des territoires plus de l'ordre politique. Donc, restons ici économiques. Donc, Proof of Stake, qu'est-ce que c'est par rapport au Proof of Work ? D'un point de vue modèle économique. La seule différence ici, c'est de comprendre que l'axe de réflexion, c'est toujours le même. C'est de dire, tout le monde peut produire des blocs. D'accord ? Absolument tout le monde. C'est la même chose que Ethereum, que Bitcoin. C'est open source. L'algo, vous pouvez le faire tourner sur n'importe quel ordi, recevoir les transactions, les traiter, bref, point, barre. Tout le monde peut faire la même chose. Ok ? C'est pas fermé chez Ethereum non plus. Ce qui est fermé, d'accord, ce qui est délimité, tout comme Bitcoin délimite la distribution de son modèle économique à ceux qui ont une capacité de calcul via le fait de réaliser des calculs mathématiques stupides qui ne servent à rien si ce n'est à imposer une forme de sélection naturelle par la puissance de calcul, Ethereum fait la même chose avec une sélection naturelle par la preuve d'enjeu. Alors je ne vous refais pas le cours, etc. Je vous explique juste la différence de comment ça fonctionne. Donc une infinité de gens peuvent produire des blocs, il y en a juste une partie qui est éligible à la rémunération, qui est la thune que vous recevez en compensation de la production de ce truc. Bref, une infinité de gens peuvent produire de l'énergie pour calculer les blocs, d'accord, et produire l'historique des transactions, les fameuses blockchains, d'accord, qui ne sont ni plus ni moins que des états à un instant donné, ce qu'on appelle des state machines, d'accord, dans laquelle on a un état à un instant. À la fin du bloc, cet état est considéré comme figé et c'est la vérité, jusqu'à ce qu'on passe au bloc suivant, dans lequel on réalise ni plus ni moins qu'un compte de résultats. On regarde ce qu'il y avait avant, on doit trouver ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le nombre de jetons d'avant doit être le même que le nombre de jetons après, plus le reward de bloc qui va être ajouté. Et évidemment, si les deux sommes ne correspondent pas, c'est qu'il y a un gogol qui a essayé de faire une double dépense. C'est ni plus ni moins que ça. Mais on a une machine d'état qui est produite à la fin de chaque bloc, etc., etc. Mais tout le monde peut produire ces blocs, et le résultat du bloc ne peut pas être autrement que vrai ou faux. D'accord ? Soit c'est vrai, soit c'est pas bon. Mais tout le monde reçoit la même donnée, et il n'y a qu'un seul traitement possible de cette donnée. Derrière, c'est soit il y a des erreurs mathématiques, c'est-à-dire par exemple votre ordinateur
des erreurs physiques, votre ordinateur va être corrompu, etc., par n'importe quel rayonnement cosmique qui va altérer le fonctionnement d'un bit. Bref, vous allez produire un chiffre différent pour une raison X ou Y, une erreur de calcul dans le CPU, ou bref, dans le processus physique de calcul de votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous allez produire un truc qui sera différent des poteaux, et on va tout de suite voir qu'il y a un problème dans votre calcul. Donc le principe, c'est de dire, chez Ethereum, il y en a un qui est tiré au sort parmi tous les gogols qui ont le droit de participer. Il faut comprendre que du coup, c'est ni plus ni moins qu'un protocole qui a été mis en place pour définir qui a le droit. D'accord ? C'est un modèle économique de répartition de la richesse par rapport à l'incentive économique de produire les blocs. D'accord ? Pour produire les blocs, il faut produire du calcul. Pour que ce soit économiquement rentable de produire du calcul, il faut qu'il y ait une récompense. Mais ça n'a jamais interdit qui que ce soit de produire des blocs en dehors de ce modèle. Donc, Ethereum, en gros, c'est quoi ? C'est de dire, pour participer, il faut que tu amènes une preuve d'enjeu de 32 Ethers. L'Ether étant l'unité de compte, on amène donc de la valeur. C'est donc de dire que, tout simplement, si tu n'amènes pas 32 Ethers, tu n'es pas éligible à la rémunération. Ok ? C'est aussi con que ça. Il n'y a que les bolos qui sont à l'intérieur des paquets de 32 Ethers qui ont le droit de récupérer la récompense d'un bloc. Ce sont les seuls qui ont un enjeu financier à produire les calculs nécessaires pour faire tourner la blockchain. Point. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. C'est la seule compréhension que vous avez besoin d'avoir des blockchains. C'est la même chose que le modèle économique de Bitcoin, c'est juste différent. L'utilisation de la répartition de la richesse est basée sur un autre modèle économique. Mais le consensus qu'on obtient de Bitcoin ou d'Ethereum, à la fin, c'est le même. D'accord ? Vous y croyez, j'y crois, etc. Maintenant, on peut commencer, si vous voulez, à rentrer dans le territoire de mathématique, c'est-à-dire de dire quelle est la science mathématique qui permet de dire que tel consensus est mieux que celui-là. On est d'accord ? C'est de la merde, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, la finalité, c'est est-ce que vous y croyez ? C'est la seule chose qui compte. C'est pas les gogols de mathématiciens qui vont arriver et qui vont me dire celui-là, il est par exemple un tout petit peu plus stable que celui-là. Tant que tu crois à celui-là, c'est tout ce qui compte. Rappelez-vous, le modèle de consensus est un modèle de croyance. La mathématique n'est qu'un intermédiaire qui sert à stabiliser cette croyance. Donc me dire qu'un truc qui est 99,999999999% infalsifiable, statistiquement parlant, ok, et de me dire le bonhomme à côté, lui, c'est 99,9999999999999, donc c'est mieux. Mais vous êtes d'accord que c'est débile. Je vais juste vous donner une mise en place réelle de la comparaison stupide qui est faite à dire mon protocole, il est mieux que le tien, il est plus stable, il est plus fiable. Non mais c'est de la connerie, encore une fois, il faut arrêter ça. Je vous donne un exemple. On prend par exemple aujourd'hui des mesures absolument stratosphériquement débiles en termes de longueur. Par exemple, si je devais mesurer la distance relative de deux étoiles, d'accord ? Donc on va dire, on prend des trucs qui sont à des années-lumière, etc. Donc on utilise un modèle mathématique qui permet d'avoir une approximation de la distance de ce truc. Okay, donc admettons, il y en a une, le modèle mathématique de mesure nous dit qu'elle est à 99 000 années-lumière de la Terre. Et à côté de ça, il y en a une autre, dans une autre région de l'univers, on nous dit qu'elle est à 99 000,001 années-lumière. Bon, mathématiquement parlant, il y en a une qui est plus loin que l'autre. Maintenant, pragmatiquement parlant, ça change quoi dans votre vie de tous les jours, d'accord ? Est-ce que vous allez prendre une petite fusée et aller mesurer pour dire « Ah ouais, c'est vrai, c'était vraiment différent ». Non, la différence est infime et on s'en bat les couilles. C'est la même chose. La différence mathématique entre les différents modèles économiques de consensus, c'est la même finalité. On parle de peanuts. La différence mathématique entre les deux est complètement insignificative. Donc, si vous voulez mesurer les distances des étoiles avec vos fusées, allez-y. Mais là, c'est tout aussi con de vous amuser à comparer les modèles de consensus. D'accord ? Si ces modèles de consensus sont utilisés, c'est parce qu'ils sont tous fiables. La seule chose qui varie, c'est le modèle économique qui va avec. Donc, comme on l'a dit, le modèle économique Bitcoin, c'est qu'il faut cramer de l'énergie, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne les gogols qui ont le droit de récupérer la thune. Mais ça n'empêche pas les autres de participer, et eux, ils vont juste produire des calculs pour rien. Ethereum, c'est la même chose. Personne ne vous interdit de participer. C'est juste que pour avoir le droit de participer à la récompense, le modèle économique, c'est une sélection par paquet de 32 Ethers. Et évidemment, c'est probabilistique. C'est-à-dire qu'on prend tous les paquets de 32 Ethers, on en choisit un, et c'est lui qui va recevoir plus de récompenses que tous les autres. D'accord ? La récompense du bloc, elle est octroyée principalement à celui qui produit le bloc et qui a été sélectionné aléatoirement parmi tous les gogols qui ont amené des paquets de 32 Ethers. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Tous les autres gogols ont le droit de vérifier et d'apporter une attestation pour dire « Oui, on est d'accord avec son résultat » ou « Non, le mec a fait des doubles dépenses » ou bref, il y a des trucs qui vont pas du tout.
C'est aussi simple que ça. On s'accorde sur l'état d'un calcul mathématique, enfin d'un calcul bête et méchant, hein, d'accord? Là, c'est vraiment, il n'y a pas de probabilité dans Ethereum, c'est juste, c'est du code qui doit être exécuté, et c'est bon ou c'est pas bon, d'accord? Donc on amène des preuves d'attestation, et celui qui a produit le travail initial reçoit plus de thunes que les autres qui en sont rémunérés proportionnellement pour avoir produit l'attestation. Voilà comment on obtient le consensus théoriquement aussi infalsifiable que Bitcoin avec Ethereum. Ok, la finalité, c'est la même. Le modèle est fiable, le modèle économique est différent. Dans le proof of stake, c'est un modèle qui rémunère ceux qui peuvent amener de l'argent, mais pas du tout ceux qui brûlent du calcul pour rien. D'accord? Ça déplace le problème sur une autre thématique. Maintenant, d'un point de vue philosophique, vous pouvez dire « Ah, mais c'est plus vert, etc. » Mais c'est moins bien parce que du coup, ça va concentrer les richesses, etc. Bon, on peut discuter de ça pendant des heures, d'accord? Mais le modèle économique est ce qu'il est. Ils sont différents. Voilà ce qu'apporte Ethereum comparé à ce qu'apporte Bitcoin. Maintenant, un autre modèle de consensus très utilisé, qui est le modèle BFT, Byzantine Fault Tolerance, qui est donc très connu dans le modèle du consensus, d'accord? Là, ce qu'on a, c'est que donc le modèle économique est légèrement différent. Le déploiement du Byzantine Fault Tolerance algorithme est fait sur ce qu'on appelle un Delegated Proof of Stake. C'est ce qu'on a par exemple chez Atom, etc., chez Binance Smart Chain. C'est principalement, on va dire, celui qui est le plus connu, le consensus Tendermint, qui est très utilisé parce que très malléable. Mais donc, il faut comprendre encore une fois ses avantages, ses inconvénients, et quel est donc son modèle économique. Son modèle économique, c'est toujours pareil. Il n'est pas basé sur sa capacité à produire de la confiance, puisque tous les modèles produisent des niveaux de confiance très largement supérieurs au modèle actuel, bancaire, etc. Donc commencer à comparer la quéquette de l'un à l'autre, c'est stupide. Mais donc que fait BFT par rapport aux autres? Eh bien BFT, ce qu'il fait, c'est qu'il définit donc un modèle économique dans lequel on limite le nombre d'acteurs qui produisent les blocs. Donc là, il n'y a plus besoin d'avoir 150 000 ordis qui produisent des blocs. Là, on en définit un nombre, et ce nombre est relativement limité, 150. Donc après, il y en a qui vont dire « Ah putain, mais c'est centralisé, c'est de la merde, etc. » Encore une fois, ça, c'est la définition des bornes du modèle économique. D'accord? C'est débile. Il y a une infinité d'ordinateurs qui peuvent produire les mêmes calculs pour vérifier si eux, ils n'ont pas fait de la merde. Et, encore une fois, le modèle économique. Donc là, ceux qui sont éligibles à la récompense sont les 150 qui ont le plus de delegates. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un jeton qui a une valeur intrinsèque et on prend les 150 bolos qui apportent le plus de jetons. Avec un modèle donc delegate, c'est-à-dire qu'il y a un validateur, celui qui va produire le calcul sur un ordinateur spécifié pour ça. Donc on prend généralement des mecs qui ont des belles bécanes pour pouvoir aller vite. Et derrière, toutes les autres personnes qui possèdent une partie des unités de compte qui définissent la valeur, donc là par exemple si on prend le cas d'Atom ou n'importe quel PBFT, enfin DBFT, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres gars, d'accord, le validateur amène de la thune et d'autres gars viennent amener de la thune, on fait les comptes et on regarde et on prend les 150 bolos qui ont le plus de thunes sur leur compte, d'accord? On avait dit Ethereum, on prend n'importe quel bolos à partir du moment où il peut amener 32, ok? Là c'est de dire on prend les 150 qui en ont le plus. C'est bête et méchant, hein, pour augmenter la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que ceux qui amènent de la thune sur la table, non pas par paquet de 32 Ethers, mais par paquet de délégations, et c'est juste on compare les quéquettes, et ceux qui ont les 150 plus grosses font partie du panel qui est éligible, et ceux qui ne font pas partie peuvent tout aussi bien produire les blocs, d'accord? Que vous ayez de l'argent en jeu ou zéro en jeu, vous pouvez produire les mêmes blocs que les autres. Donc, encore une fois, en termes de modèle de croyance, si vous avez un doute sur la véracité de ce qu'on vous fournit comme information avec un BFT, ben qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos petits ordi et vous regardez l'historique des transactions, vous produisez les mêmes blocs et puis vous regardez si vous êtes d'accord ou pas. Hein? Donc encore une fois, pour produire de la croyance, ça fonctionne sur toutes les blockchains puisqu'on est sur des systèmes open fucking source. N'importe quel ordi peut le faire. La différence, c'est que ceux qui vont prendre de la thune pour ça ne sont pas les mêmes selon les différents modèles économiques. Ok? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, voilà le délire. Là, on prend les mecs qui ont les 150 plus gros comptes, entre guillemets, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les met en compétition avec donc, ce qu'on appelle le problème des généraux byzantins. Donc, ce qu'on fait, c'est que on les met tous les uns face aux autres, vu que la vérité doit être produite instantanément, c'est-à-dire que là, ce qu'on obtient, c'est une vérité instantanée, pas comme Bitcoin. À la fin de chaque bloc, on doit être sûr que ce qui a été produit, enfin sûr, comme on l'a dit, sûr, c'est jamais 100%, c'est qu'une abstraction de la croyance, et c'est un modèle mathématique qui va réduire de façon statistiquement très significative la probabilité d'avoir tort. Okay, on est sur de la mathématique probabiliste.
Ok, donc on fait joujou avec ça, on prend les 150 bonhommes et on utilise donc le problème des généraux byzantins. Comme on va produire un truc mais qu'on ne sait pas nous-mêmes si on détient la vérité, parce qu'il y a donc des erreurs physiques, rappel, votre ordi peut très bien se chier sur un bit et du coup vous allez avoir des calculs faux. Donc pour savoir que ce que vous avez vous-même produit est juste, bah déjà il faut produire quelque chose et puis après on l'envoie aux 150 autres bolos. D'accord? Donc je fais mon bloc et j'envoie le résultat produit à tout le monde. Ok? Même chose pour eux, hein, c'est-à-dire que moi, du coup, j'envoie 150 messages, enfin 149, et je vais en recevoir 149. Donc il faut comprendre que le principal problème et la raison pour laquelle le DBFT est limité en nombre de participants, c'est dû à la saturation du nombre de messages qu'il faut être envoyé. Comme on doit communiquer avec tout le monde, d'accord, si on ajoute 10 personnes, d'accord, le nombre de messages envoyés augmente de façon parabolique. Et ainsi de suite. Donc plus on ajoute de personnes dans un DBFT, plus le nombre de messages envoyés croît de façon parabolique. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de messages, ça va ralentir le système. D'accord? Donc le DBFT, pourquoi il y a moins de participants? Parce que le modèle économique dicte qu'on doit parler avec tout le monde pour être sûr que ce soit statistiquement fiable. Donc, si on doit communiquer avec tout le monde et qu'on rajoute plein de bolos, ça ne marche pas. Donc comment on compense l'aspect un peu centralisé? Eh bien on prend les 150 bolos qui sont prêts à risquer le plus. D'un point de vue sécurité, est-ce que c'est fiable? Bien sûr, parce que là, on avait des bolos qui pouvaient se faire cramer 32 Ethers. Là, on a des bolos qui vont se faire cramer bien plus que ça, et c'est proportionnel à la preuve d'enjeu. Donc, autrement dit, la sécurité de ce réseau, elle est principalement basée sur le prix de son token. Point barre. Ok? Voilà pourquoi je vous dis souvent, et quand je vous ai fait l'émission sur Atom, j'ai dit si la sécurité d'Atom est utilisée dans l'ensemble du réseau Cosmos, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du jeton Atom va proportionnellement monter pour que la sécurité reste fiable. Okay? Mais surtout, il faut comprendre l'intérêt de l'utilisation du système DBFT dans l'écosystème Cosmos, qui n'a rien à voir à centraliser toute la sécurité sur le hub Cosmos Hub, mais bien de comprendre que la vision Cosmos depuis le début, c'était de dire qu'il y aura le Cosmos Hub qui sera le plus sécurisé, mais tout un ensemble d'autres blockchains qui vont elles-mêmes spécifier combien de validateurs elles ont. Donc le Cosmos Hub, c'est 150. Par exemple, Osmosis, je crois qu'on est à 120, ou je crois qu'il y a moins que ça. D'accord? C'est encore une fois 100% au choix des différentes blockchains souveraines. D'accord? Mais donc, admettons, une autre blockchain, elle en a 100. Une autre blockchain plus centralisée, elle a que 20 validateurs. OK? Ça, c'est la Binance Smart Chain, par exemple. Mais encore une fois, si vous ne croyez pas au travail qui est produit par les 20 validateurs de la Binance Smart Chain, eh ben vous faites comme les petits bolos qui sont juste pas éligibles au modèle économique et vous pouvez vérifier qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. D'accord? Donc encore une fois, ceux qui me sortent Binance Smart Chain c'est centralisé, les mecs ils vont forcément corrompre la blockchain, putain vous avez rien compris au modèle. Réfléchissez la prochaine fois. C'est juste que les 20 qui produisent les blocs, ils se concentrent toute la récompense. Voilà la seule différence que produit le modèle économique de Binance. C'est une centralisation des bénéfices, pas une centralisation du risque. Ok? Le risque, il est que n'importe qui peut produire les mêmes blocs que les gars de chez Binance. D'accord? Faut pas vous faire laver les neurones par les gogoles qui produisent de la merde. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et Dieu sait que vous êtes nombreux à penser ce genre de truc. C'est faux. Point. Ok? Et ensuite, donc, quand je vous dis que la distribution de la sécurité dans l'écosystème Cosmos est probablement la plus intelligente, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'écosystème Cosmos. Toutes les blockchains peuvent louer leur sécurité. Alors, comme on l'avait dit, il y en a de plus ou moins avec différents niveaux de sécurité. Mais d'accord, c'est de dire qu'au final, vous avez des paquets d'aspects de sécurité qui seront tous interconnectés, d'accord? On peut louer la sécurité les uns entre les autres, mais à la fin, il y a combien de bolos qui finissent par valider? 150 plus 100 plus 20 plus machin plus bidule, bref, ce qu'on n'est pas toujours aussi décentralisé que les autres. Bah si. Ok, et maintenant donc le modèle AVAX, celui qui vous branlez la nouille avec, mais je comprends toujours pas pourquoi, on va le démystifier du coup, hein. Donc le modèle AVAX, qu'est-ce qu'il produit de mieux? Eh ben, son aspect mathématique est plus efficace que les autres. Et c'est infalsifiable, d'accord? Le calcul probabilistique mathématique de consensus qui est fourni par AVAX est plus fiable que les autres. Mais comme on l'a dit, c'est plus fiable de quoi? De combien? Ça n'apporte pas grand-chose en vrai. Ça veut dire que la probabilité de corrompre ces blockchains, que ce soit par les downtime, que ce soit par les erreurs de calcul ou par la volonté de corrompre, en soi, navré les gars, ça produit le même résultat AVAX. On obtient à la fin un consensus largement statistiquement fiable, mais c'est que c'est un tout petit peu mieux. Mais comme on l'a dit, c'est comparé du 99,99999% avec moi je peux rajouter encore 7 ou 8 9 derrière, tellement je suis plus fort que vous les bolos.
la probabilité qu'une blockchain soit corrompue et que son état se maintienne dans le temps, c'est 0. En tout cas, ça tend tellement vers 0 que de toute façon, ça n'aura jamais aucun intérêt économique de le faire. Et si jamais il y avait un mec qui arrivait à corrompre un seul bloc, comme on l'a dit, entre tous les observateurs à côté qui vont s'en rendre compte et qui vont donc altérer le consensus, la confiance dans le modèle, fait qu'il n'y a aucun intérêt économique à falsifier. Tous les gens qui participent au modèle, c'est juste de comprendre que ça produira toujours la même confiance, puisque le modèle est décentralisé. La seule chose qui change, c'est qui participe à la distribution de la thune. C'est la seule chose qui change dans les modèles. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait AVAX de ce léger avantage mathématique, qui est encore une fois pas du tout stratosphériquement important, mais c'est un avantage, donc ça je ne peux pas le nier, le processus mathématique d'AVAX est plus performant que les autres. Donc pourquoi tout le monde ne l'utilise pas ? C'est ça la question que vous devrez poser. Si c'était vraiment une major breakthrough, comme j'ai pu voir sur certains articles, la révolution du consensus AVAX, mais vous prenez les gens pour des cons ou quoi ? Enfin, je sais pas, faut arrêter ça, c'est de la merde. Donc, on va démystifier ces grosses conneries une bonne fois pour toutes. La finalité, c'est que ce que ça produit, c'est la même confiance que les autres. Et que si cette confiance devait un jour être altérée, qu'est-ce qu'on fait ? Un fork, point barre. Et ça n'arrivera probablement jamais parce que les occurrences statistiques sont de toute façon, par rapport à tous les modèles, très improbables. C'est pas 0, mais c'est proche d'eux. Maintenant, si vous voulez jouer à combien de zéros il y a avant, amusez-vous, mais c'est débile. C'est complètement stupide. C'est aussi intéressant que de vous amuser à mesurer 2 étoiles à plusieurs millions d'années-lumière. Ça n'a aucun intérêt, vous ne pourrez jamais y aller. Donc c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez d'essayer de jouer à ce truc-là. De dire non, cette étoile, elle est un tout petit peu plus loin que celle-là. On n'ira jamais pour vérifier, mais de toute façon, c'est plus loin. Bon, vous pouvez jouer à ça si vous voulez, mais c'est enfantin. Et c'est déplacer des problèmes économique vers des territoires philosophiques. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Et la mathématique n'a jamais servi à ça. Donc il faut arrêter de politiser ces débats stupides autour des consensus. Donc AVAX, c'est pas mieux que les autres. C'est juste un modèle économique, encore une fois, différent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce léger avantage statistique ? Ils ont élargi le système d'éligibilité aux récompenses du PBFT, enfin du DBFT. Mais c'est la même chose, d'accord ? C'est de dire, on va créer des unités de compte qui servent à sécuriser un proof of stake de validation. Donc une preuve d'enjeu. C'est ni plus ni moins que la même chose. C'est juste de dire qu'au lieu de limiter le nombre de validateurs dans le set à 150 comme le fait un DBFT classique, AVAX autorise d'aller beaucoup plus loin que ça. Ok, c'est ni plus ni moins que ça, mais comment ils font ça, d'accord ? Comment ça fonctionne, la magie AVAX ? C'est juste de dire que du coup, au lieu de communiquer avec les 150 bolos, comme le fait par exemple le DBFT, on va utiliser un algorithme de layering, qu'on appelle donc le consensus avalanche, qui n'est ni plus ni moins de dire que nous, on va définir mathématiquement parlant, on va trouver un artifice mathématique qui produit toujours autant de confiance d'un point de vue finalité, mais sans avoir besoin de discuter avec tout le monde. Puisqu'on l'a vu, le problème du BFT, c'est que plus il y a de participants, d'accord, plus on est obligé de ralentir la temps des blocs, dû au délai de transaction, au délai de transmission des informations. Donc, que fait AVAX ? Ils se sont dit, ok, vu que nous, on veut faire mieux que BFT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette liaison en utilisant des artifices mathématiques. Okay ? L'artifice mathématique, donc si magique de AVAX, ça revient à dire, au lieu de communiquer avec les 150 bolos, je vais utiliser donc un procédé mathématique sur lequel on s'est tous mis d'accord, qui revient à dire, moi je vais discuter qu'avec 5 bolos qui sont triés au hasard. Alors c'est plus que 5, et puis c'est programmable, mais c'est de dire, donc il y a 1500 bolos à l'intérieur de la blockchain, qui valident les blocs, mais encore une fois, il peut y en avoir une infinité à côté, c'est juste, ce sont les 1500 ou je ne sais plus combien ils sont sur AVAX aujourd'hui, qui sont éligibles à la récompense. Donc je vous rappelle encore une fois, tout est important de comprendre ce prisme de vision. C'est juste le modèle économique qui change. C'est où on trace la frontière de ceux qui ont le droit de récupérer la thune. Bon, du coup, on en autorise plus, mais comme on ne peut pas communiquer avec tout le monde, puisque, on l'a vu, c'est pas possible, il va falloir tricher un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer on va utiliser un algorithme qui va dire, au début de la production de chaque bloc, je vais te donner 10 adresses de gars que tu vas contacter, et tu vas faire la même chose qu'un BFT classique. C'est-à-dire, tu vas produire ton bloc, tu vas leur envoyer, et tu vas attendre qu'ils te répondent. Pour voir si vous avez la même réponse. Si vous avez la même réponse avec 66% de résultats, on considère que votre subsampling, c'est-à-dire votre échantillon, votre sous-échantillon, est positif. Dans ce cas-là, vous allez envoyer une première attestation, comme sur un BFT, sauf que dans le BFT classique, on récolte ces attestations, et s'il y en a plus de 66%, on considère que le bloc est valide, on passe au bloc suivant. Et on considère donc ce qui a été produit comme la vérité.
Mais on a communiqué avec tout le réseau. Donc, comme on a communiqué avec tout le monde, la possibilité de tricher est nulle. Et c'est à ce moment-là qu'on considère que, enfin, pratiquement nulle, donc on considère que c'est statistiquement suffisant pour être considéré comme la vérité, et on passe au bloc suivant, et on a donc une validité immédiate du bloc. La vérité est installée à la clôture du bloc. Bon, ben, Avalanche, c'est pas la même chose. On a une première attestation, un pré-commit, et on va en faire plusieurs. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs, ce qu'on appelle subsampling et randomized subsampling. Voilà ce qu'a fait Avax. C'est pas franchement une révolution. La révolution, c'est d'avoir produit le modèle mathématique, mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour penser à du subsampling. Hein. C'est juste de dire, on a un problème de communication, donc on va communiquer avec moins de personnes et on va mettre un algorithme qui randomise le truc pour maintenir la sécurité. Waouh! Désolé les gars, mais il n'y a pas besoin d'avoir non plus un QI de 250 pour inventer un truc comme ça. Hein. C'est juste de dire, il y avait un problème, on a trouvé une solution, et qu'est-ce qu'on en fait dans le modèle économique? Bah, la seule chose que ça permet, c'est d'élargir l'éligibilité à la réception de la récompense. Mais d'un point de vue répartition de la richesse, est-ce que en soi ça change quoi que ce soit? Si ce n'est de dire que comme on communique avec moins de personnes, on peut produire des blocs plus rapidement. La seule réalité physique que produit l'avantage de ce nouvel algorithme qui permet de faire deux choses, d'augmenter la taille du set de validateurs et donc de réduire le nombre de communications, donc d'accélérer la vitesse de la blockchain. Autrement dit, un système BFT classique, avec 150 validateurs, on est sur 5 à 6 secondes pour produire le bloc, avec évidemment un temps de réponse suffisant par rapport aux latences de communication entre les validateurs. Bon, bah du coup, si on prend Avax avec son abstraction mathématique supplémentaire qui a été faite par-dessus, qui ne sert qu'à réduire le nombre de personnes avec qui on communique, et du coup, le risque que ça introduit, bah, on le fait en faisant plusieurs passes randomisées, d'accord? Bah, ça permet d'obtenir le même niveau de sécurité, mais on a besoin de communiquer avec moins de personnes, donc ça va plus vite. C'est tout. Avax produit des blocs avec la même confiance sur la finalité du bloc qu'un BFT classique, mais ça va le faire plus vite. Est-ce que ça change quoi que ce soit sur la quantité d'informations qu'on traite? Non. Les blocs qui sont traités plus vite doivent donc être calculés plus vite, mais le nombre de transactions qui est réalisé ici, c'est la même chose. C'est juste de dire que, par exemple, le même ordinateur qui va procéder tant de transactions dans un bloc atome, d'accord, eh ben, il pourra en proposer autant toutes les 5, 6, 7 secondes, etc. Ça dépend que de sa capacité à calculer. Mais ça veut dire que pour passer à 4000 transactions par seconde sur le réseau Avax, puisque vous vous targuez de ça, du coup, d'avoir des TPS plus grands, bon, c'est bien, mais ça veut aussi dire que processe plus de transactions, ça veut dire plus de CPU pour réussir à processer ces transactions. Et la différence aussi, c'est que sur, par exemple, un BFT classique, ce qu'on a, c'est qu'on a 150 ordinateurs qui produisent ce calcul. Donc déjà, il faut comprendre qu'un validateur, c'est pas un petit PC du coin qui va faire ce genre de transaction-là. Ok, on processe plein de transactions, donc c'est des bons gros ordis qui font tourner ça. C'est pas accessible à n'importe quel bolos dans son salon. Donc là, on fait rentrer plus d'ordis dans le truc, ok. Donc il y a plus de calculs qui sert à rien, hein, puisque ça fait plus de gens qui font le même calcul, et plus on processe de transactions, plus il faut donc stocker la donnée, plus avoir des computers, etc. Donc bah déjà, c'est plus énergivore le processus AVAX. Et donc de comprendre que la sécurité que ça amène, c'est juste la même que les autres. L'avantage qu'il y a, c'est juste que les blocs sont produits plus rapidement. Donc on peut obtenir des fameux TPS qui sont plus géniaux, et on peut rentrer plus de mecs dans le modèle économique. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit par rapport au BFT classique? Ça ne change absolument rien. C'est juste un différent modèle économique qui a des avantages et des inconvénients. Vous pouvez vous branler la nouille avec l'histoire du fait que le truc mathématique est plus intelligent que les autres, etc. C'est du pipeau. Je viens de vous le prouver par A plus B. Je veux dire, là, tout ce que je vous ai montré, c'est juste la réalité. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez dire que je mens, etc., et déplacer ça dans le thématique des croyances, mais je vous ai prouvé devant vous que la seule chose qui change entre un BFT classique et AVAX, c'est l'utilisation qui en est faite dans le modèle économique. Ce qu'on obtient à la fin, c'est qu'on inclut plus de personnes dedans, mais évidemment, ça nécessite plus de calculs. On fait tourner plus d'ordinateurs, donc en soi, c'est pas forcément plus sécurisé, puisqu'à la fin, on obtient le même niveau de confiance. La seule chose qu'on obtient, c'est des blocs plus rapides. C'est vraiment la seule finalité de ce système. Comprendre que ce qu'a fait Avax, n'importe quel blockchain BFT peut faire la même chose demain. Donc posez-vous la question, pourquoi par exemple Tendermint n'a pas décidé d'utiliser le protocole de propagation Avax? Puisque ça appartient pas à Avax, hein, d'accord? Ils peuvent tout à fait le faire. Donc pourquoi ils l'ont pas fait? C'est ce que je vous ai montré avant. C'est qu'une question de comprendre que Avax n'est pas mieux qu'un BFT. C'est différent. Mais ça n'apporte rien de mieux. Ça apporte juste des blocs plus rapides et un modèle global qu'on peut derrière distribuer sous forme de subnet, etc. Avax, la seule chose que ça amène, c'est que ça globalise un consensus qu'on distribue derrière.
C'est ni plus ni moins. C'est de dire on prend un modèle général qu'on va distribuer sur plusieurs sous-blockchains, subnets, etc. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le modèle version Cosmos, c'est de dire oui, on produit des blocs de sécurité limités en termes de capacité. Ils ont chacun une market cap allouée à leur niveau de sécurité, mais on peut en produire autant qu'on veut. D'accord ? C'est illimité le nombre de personnes qui peuvent partager leur sécurité. À tous les autres, et ceux qui le choisissent, ils le choisissent comme ils veulent. Ils peuvent choisir un bout de celui-là, 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 un bout de celui-là. Ok ? À la fin, c'est quoi ? Le nombre d'ordinateurs qui calculent, est-ce que c'est pas la même chose qu'Avax ? Donc est-ce qu'Avax c'est plus sécurisé ? Non, c'est juste plus vertical comme vision. Ok ? Mais PBFT ou BFT Delegate version Tendermint, c'est infiniment scalable. La même chose que votre délire où Avax, derrière, peut produire des subnets avec de nouveaux sets de validateurs, etc. C'est la même chose. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et si vous arrivez à vous convaincre de l'inverse, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Mais si vous... Je suis désolé, il y en a qui vont dire que je fais exprès de taper sur la team Avax. Mais vous avez des croyances, les gars. Et c'est flippant. Parce qu'elles sont basées sur rien. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai tout démonté, parce qu'il n'y a aucun moyen de penser différemment que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ce sont différents modèles d'intégration économique dans des systèmes de récompense. C'est tout. Point barre. La seule avantage que vous avez avec ce système-là, c'est que pour obtenir le même niveau de confiance, vous pouvez produire des blocs plus rapides. Est-ce que ça change la donne ? Je ne suis pas certain réellement qu'un bloc de 4 secondes ou de 2 secondes, ça change quoi que ce soit. Surtout que, encore une fois, on peut avoir des subsamples qui sont de 20 ou 30 personnes, qui sont effectivement aujourd'hui considérés comme étant des vilains méchants, comme la Binance Smart Chain qui est centralisée mes couilles. Ben non, la blockchain, elle peut produire des TPS plus rapides que votre AVAX, elle réalise des blocs qui sont rapides. Effectivement, il n'y a que 20 validateurs qui sont éligibles au système de la récompense, mais il y a une infinité d'ordis qui peuvent produire les mêmes calculs pour prouver éventuellement qu'ils ont fait de la merde. Donc la sécurité finale, c'est la même, c'est juste votre compréhension qui était très partielle de ces systèmes. J'espère qu'aujourd'hui, avec cette explication, j'aime pas faire ça. J'aime pas avoir à prendre des gens et leur montrer qu'ils ont tort. Mais vous avez tort. Et il fallait que je vous le montre. Donc j'espère aujourd'hui vous avoir apporté les clés de compréhension des modèles de consensus et surtout des différentes abstractions et des mauvaises conceptions qui ont été faites de ces trucs-là, soit à dessein par certaines personnes qui ont simplement publié des articles purement frauduleux, soit, comme je vous dis, si vous comprenez les différentes couches d'intégration, la couche philosophique, la couche mathématique et l'application économique du modèle, vous comprendrez que ça ne change rien. Et vous comprendrez peut-être pourquoi Avax n'est pas mieux que les autres, parce que si c'était réellement le cas, tout le monde utiliserait ça. Donc, il ne s'agit que d'un modèle d'inclusion économique dans un système de récompense. Ça n'apporte franchement pas grand-chose de plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui est important dans Avax, c'est pas son consensus, et il y a plein de bonnes choses dans ce truc-là. Donc loin de moi, encore une fois, l'idée de vous taper dessus parce que j'aime pas Avax, c'est débile. Si vous pensez ça, c'est bien mal me connaître. On va enfin, maintenant que j'ai débunké cette histoire de consensus débile, rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la vraie valeur d'Avax ? On en parle dans une prochaine émission. Allez, ciao ciao.